Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est la dernière édition de la semaine. Nous avons le privilège d'accueillir la directrice principale du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, Madame Sophie Decamps, avec qui on va aborder un certain nombre de sujets, tels la gouvernance, les réalisations du PNUD après le 12 janvier, projets, perspectives. Madame Decamps, bonjour, bienvenue sur le plateau. Très content d'avoir la possibilité de vous parler aujourd'hui. Merci et bonjour à tous vos spectateurs. Heureuse année 2015. Merci à vous pareillement. Première question. Aujourd'hui, on parle de bilan et des réalisations en général. Où est-ce que l'on en est 5 ans après le séisme du 12 janvier? Est-ce que le PNUD a de quoi se réjouir? Je vais parler pour avoir fait un certain nombre de choses, pour avoir contribué à aider les Haïtiens. Vous nous direz quoi, Madame Decamps? Je dirais que oui. Nous avons, je crois, la dernière fois que nous étions ensemble, nous avons discuté du rapport sur les objectifs du millénaire pour le développement et on a vu que la conclusion de ce rapport, c'est qu'il y a eu des améliorations dans les 5 dernières années. Et je crois que le PNUD a pu contribuer à ces améliorations, bien sûr, en partenariat avec le gouvernement, en appui au gouvernement et avec nos autres partenaires ici en Haïti. Si on parle, par exemple, de succès, je crois, tout de suite après le tremblement de terre, nous avons vu qu'avec tous les débris qu'il y avait, le PNUD a participé dans l'enlèvement des débris, où il y avait 10 millions de mètres cubes qui ont été enlevés, et le PNUD a participé pour plus de 1 million de mètres cubes de débris qui ont été enlevés. Mais il n'y avait pas que ça. Et les domaines d'intervention spécifiques du PNUD, c'était le ramassage des débris? Non, c'était le recouvrement. Donc, disons, même si on regarde uniquement le ramassage de débris, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Il y a eu des emplois temporaires de criers qui étaient critiques à ce moment-là, tout de suite après le tremblement de terre. Depuis les 5 dernières années, nous avons pu créer plus de 400 000 emplois temporaires liés aux événements après le tremblement de terre. Nous avons pu aussi utiliser les débris pour faire le recyclage de matériel de construction. Donc, nous avons utilisé les débris recyclés, par exemple, dans la réparation des trottoirs, dans la réparation des routes. Donc, ce n'est pas uniquement l'enlèvement des débris, mais pour nous, bien sûr, c'est pas uniquement la situation humanitaire, mais c'est de regarder vers le développement d'Haïti. 400 000 emplois temporaires et pour les emplois fixes? Nous avons, par exemple, dans le projet de 16-6, nous avons créé, je crois que c'est un peu plus que 2000 emplois fixes. On a un autre projet, bon, pas exactement lié au tremblement de terre, mais que nous travaillons avec le ministère du Commerce, où nous avons créé plus de 4500 emplois. Au niveau de l'environnement et changement climatique, 23 000 emplois. Donc, ce n'est pas uniquement des emplois temporaires, mais au moment, tout de suite après le tremblement de terre, c'était très important pour les Haïtiens d'avoir une source de revenus, même si ce n'était que temporaire. Et 400 000 emplois, et 2 000 emplois fixes, et vous avez dit aussi 23 000. Et quel genre d'emploi? Bon, ce sont souvent liés à des micro-entreprises, par exemple. Nous travaillons avec le ministère du Commerce. Nous avons apporté un appui pour la création d'un plan pour la micro-entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat. Et donc, je vous donne un exemple. Bon, du côté de la construction,
il y a une chaîne de valeur. Il y a peut-être une entreprise à un bout et la petite entreprise à l'autre bout, haïtienne. Alors, nous avons travaillé avec les petites entreprises qui faisaient la reconstruction de maisons, qui, la grande entreprise disait, voilà, ils sont incapables de faire des maisons de qualité en temps requis. Alors, nous avons travaillé avec ces entrepreneurs et entreprises. Nous avons pu diminuer de 50% le temps nécessaire pour construire la maison et améliorer la qualité, tout en appuyant ces entreprises à pouvoir faire à faire leur propre demande d'emploi. Donc, c'est quelque chose où nous, on regardait pas seulement pour le moment, mais pour le futur. Et création d'emplois et ramassage des débris, vous êtes également impliqué dans la relocalisation? C'est-à-dire que nous travaillons avec nos agences sœurs du système des Nations Unies. Donc, le projet C6, qui est un projet qui est en voie de se terminer, travaillait par exemple avec l'OIM, avec le BIT, avec UNOPS. Donc, nous étions plusieurs agences ensemble. OIM s'occupe un peu plus des camps exactement, tandis que nous, le PNUD, nous avons travaillé avec les communautés où les personnes déplacées devaient revenir. Et donc, nous avons travaillé avec ces communautés pour s'assurer que, ou bien les maisons étaient reconstruites ou réparées, qu'il y avait un placement pour que les gens puissent revenir, que ce soit au niveau de centres communautaires, de places publiques, de 3-3 où ils pouvaient marcher, etc. Le projet CL6 est implémenté de manière conjointe, l'État haïtien absolument, et le PNUD. Absolument. Et vous financez, vous le financez tout simplement ou bien vous intervenez directement? C'était un projet financé par le FRH, le Fonds de reconstruction d'Haïti, et c'est un projet dont l'appropriation et le leadership est avec l'UCLBP. Donc l'unité de logement du gouvernement. Et il y avait ces agences du système des Nations Unies, 4-5 agences, qui ont travaillé ensemble avec le gouvernement. Vraiment, c'est un projet où on peut parler de succès du partenariat Nations Unies-gouvernement. Et aujourd'hui, ça avance. Vous venez de dire que c'est un projet qui est en phase terminale. Oui. À satisfaction, ça se déroule comme souhaité? Oui, enfin, moi, disons, l'idéal pour moi, c'est qu'on est dans une phase de transition, enfin, depuis quelques années. C'est-à-dire que maintenant, il y a moins de 80 000 personnes qui restent dans les camps, mais il y a toujours des problèmes de logement et d'habitation à Port-au-Prince et dans d'autres parties d'Haïti. Donc, nous devons maintenant passer au stage de développement, alors y compris la création d'emplois. Mais avant de passer à cette phase-là, et les 80 000 qui sont encore dans les camps, vous avez vu ce reportage qui vient d'être diffusé il y a quelques instants sur Télémétropole. Jusqu'où le PNUD peut intervenir pour continuer encore à aider? Puisque là encore, nous sommes dans la phase, à la phase humanitaire. Non, la phase humanitaire est terminée. Okay. Enfin, il y a certains aspects du tremblement de terre qui sont en cours de finalisation, tels que ces personnes qui sont dans les camps, et absolument, il faut finaliser. Il y a toujours des personnes qui sont à risque dans les camps. Le PNUD ne travaille pas dans les camps. Ce sont d'autres agences qui font ça. Nous sommes vraiment liés au développement et au recouvrement. Donc, par exemple, nous continuons à travailler dans les quartiers pour lesquels les personnes doivent revenir. Donc, il faut avoir des logements disponibles. Donc, c'est ça la difficulté. Déjà, avant le tremblement de terre, on avait des problèmes de logement. Les gens vivaient dans des taudis déjà avant le tremblement de terre. Donc, ça s'est exaspéré après le tremblement de terre. Donc, nous, à Port-au-Prince, par exemple, nous continuons à travailler. Nous sommes, par exemple, à Fort-National. À Fort-National, nous continuons à travailler dans le quartier. Nous faisons parce que ce n'est pas uniquement quand les gens reviennent, ils doivent trouver un emploi. Par exemple, nous avons commencé un atelier de couture.
Nous avons mis en place les bus LIDE, c'est-à-dire les laboratoires d'innovation pour le développement économique. Ce sont des bus qui reçoivent des jeunes qui veulent créer leur propre entreprise. Donc, les jeunes de Fort National qui viennent faire de la formation pendant 3 mois pour, à la fin, pouvoir créer leur propre entreprise ou micro-entreprise. Et c'est ça, éventuellement, qui va créer encore plus d'emplois. Donc, vraiment, c'est un cercle complet qu'il faut faire. Ce n'est pas uniquement les maisons ou les trottoirs, mais aussi l'emploi, travailler dans la communauté. Le projet 16-6 contribue à la réhabilitation de certaines maisons, mais est-ce que le PNUD contribue à la construction, reconstruction de de l'habitat? Oui, enfin, c'était partagé entre les agences. Le PNUD en a fait un certain montant. Je crois qu'on a contribué à la réparation ou reconstruction de presque 1000 maisons. Dans la région métropolitaine? À Port-au-Prince. À Port-au-Prince. Mais nous avons aussi, par exemple, une des choses que nous avons fait, c'est je ne sais pas exactement le mot en français, mais le risk mapping, c'est-à-dire de faire où est-ce qu'on peut construire. C'est le zoning. Voilà, ben, ce n'est pas tout à fait le zoning, mais c'est-à-dire, après le tremblement de terre, il fallait faire attention où on pouvait construire. Donc, vous savez, il y a des endroits très précaires à Port-au-Prince qu'il faut éviter. Donc, Donc c'est identifier les endroits où l'on peut construire Exactement. Et où l'on ne peut pas construire. Où on peut construire, par exemple, pas une maison, mais une place publique. Donc, il y avait des zones rouges identifiées où on ne pouvait pas construire, des zones où on pouvait construire une place publique, mais pas une maison, et ensuite des zones vertes où on pouvait construire des maisons. Donc, vous avez contribué Absolument. Nous avons fait ça à Port-au-Prince, mais aussi, par exemple, après le tremblement de terre, comme vous le savez, il y a déjà eu un tremblement de terre dans le nord, au Cap-Haïtien. Donc, c'est un autre département qui est à risque pour les tremblements de terre. Donc, nous avons travaillé avec le gouvernement, nous les avons appuyés pour faire un plan national pour le risque sismique. Et nous travaillons en ce moment, depuis les 4-5 dernières années, au Cap-Haïtien, dans le nord, le nord-est, pour faire aussi le risk mapping dans le nord et le nord-est, et de faire des plans de contingence pour, par exemple, Fort-Liberté, Cap-Haïtien, et d'autres villes dans ces départements. Alors, 5 ans après, il y a très certainement d'autres projets? Oui, nous travaillons, bien sûr, nous avons fait ces aspects de recouvrement, mais le PNUD travaille aussi, appuie, par exemple, le département de la protection civile en tout ce qui concerne les inondations, la prévention des cyclones, comment se préparer. Donc, nous travaillons avec la DPC pour la formation des volontaires. Il y a environ 3000 volontaires. Nous travaillons avec ces volontaires pour s'assurer qu'ils sont toujours prêts à réagir s'il y a un cyclone, s'il y a un ouragan, par exemple. Nous travaillons aussi au niveau de l'environnement et du changement climatique. Et nous avons, avec le gouvernement et les communautés, planté plus de 10 millions d'arbres. Donc, dans un pays où la couverture forestière est de 2 à 4 %, vraiment, c'est un domaine où l'action est urgente. À votre avis, madame, combien de familles ont pu bénéficier de cette assistance de la part du PNUD? Oh, c'est difficile à faire exactement, mais je sais que dans le cadre du projet 16-6, je crois que nous avons appuyé un peu plus que 10 000 familles sont revenues dans leur quartier d'origine. Donc, c'est pas toujours facile de dire exactement combien de familles, mais je crois l'important, c'est que nous travaillons avec les communautés. Donc, par exemple, nous avons créé 9 à 10 plateformes communautaires où ce sont les membres des communautés qui prennent des décisions par rapport aux travaux qui se font dans leur propre communauté. Merci, Madame Decamps. C'est le temps d'observer la pause. Au retour, on va parler de la gouvernance, si possible, de la contribution du PNUD également à l'organisation des élections et pourquoi pas des objectifs du millénaire. Vous avez votre rôle à jouer apparemment. Et ce sera tout de suite après la pause. Bien sûr. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée aujourd'hui, la directrice principale du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, Madame Sophie Decamps. Merci de votre intérêt, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause.
L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous avez besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, nous joignons à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, nous joignons à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, nous joignons à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Spaghetti, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Avec Titoni, en gros en détail. Y'a des pipos prix, en gros en détail. Et puis ces produits de qualité, dans marché Titoni, nous joignons à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits n'ont pas expiré. Marché Titoni, nous joignons tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Pour suivre la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, madame Sophie Decamp, directrice du PNUD, est notre invitée ce matin. Avant la pause, on parlait des réalisations du PNUD, les différentes interventions en termes d'assistance après les dégâts causés par le séisme du 12 janvier 2010. Parlons maintenant des OMD, des objectifs du millénaire. En quoi ce projet a aidé l'État haïtien à être plus efficace, madame Decamp? L'idée principale de préparer, et c'était un travail conjoint entre le gouvernement et le PNUD, de préparer le rapport sur les objectifs du millénaire pour le développement, c'était de voir, parce que la date butoir, c'est 2015. Donc, c'était de voir par rapport à la série d'indicateurs et de buts, où était le pays d'Haïti par rapport à ces 8 objectifs. Et ce que nous avons vu, c'est qu'il y avait quand même de bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il y avait eu une bonne avancée au niveau de l'école primaire avec 88% des enfants qui vont à l'école par rapport à, je crois que c'était 47% en 1993. Il y a eu une très forte avancée, ou enfin diminution au niveau des enfants qui souffrent de malnutrition. On a vu une diminution légère au niveau du chômage, mais et aussi une augmentation, par exemple, à l'accès à une source d'eau propre. Mais on a vu aussi qu'il y a certains indicateurs qui sont toujours problématiques. Par exemple,
On a déjà parlé de l'environnement, de la foresterie ici en Haïti, mais aussi la pauvreté, c'est-à-dire que il y a 2,5 millions de personnes en Haïti qui souffrent de pauvreté extrême. 6 millions d'Haïtiens souffrent de pauvreté modérée. Il y a une forte inégalité, disons. On peut dire que 1% de la population la plus riche a la même, disons, source de richesse que 45% des personnes les plus pauvres en Haïti. Donc, et c'est là où on voit l'emploi devient très important. Mais je dois dire que, encore une fois, que c'était quand même un certain succès pour Haïti. On a vu qu'il y a eu des améliorations au niveau du développement et des indicateurs socio-économiques. Il y a un programme qui est en cours d'élaboration, Madame Decamps. Oui, en fait, puisque nous sommes en 2015. Oui, bien sûr. Pour nous, et pour ce qui est important, je n'ai pas mentionné, pour le rapport, comment ça servit au gouvernement. Donc, ça donnait au gouvernement le devoir où ils sont, une base pour maintenant le post-2015. C'est-à-dire que tous les pays du monde sont en train de développer les objectifs et les indicateurs pour les 15 prochaines années après 2015, y compris Haïti. Donc, ça donnera une très bonne base pour le gouvernement pour voir où sont les priorités pour le pays pour les 15 prochaines années, par exemple. Ça donne 2030. Oui, exactement. Avec la possibilité qu'Haïti devienne un pays émergent? C'est toujours espéré. Alors maintenant, pour les élections, on sait que le PNUD contribue ou encore a toujours contribué à l'organisation ou à la réalisation des élections en Haïti. Aujourd'hui, nous sommes en 2015, les élections devaient avoir lieu. Et on pense que cette année sera une année électorale, 2015, une année électorale. Le PNUD est prêt à participer, à contribuer, à jouer son rôle habituel? Bien sûr. À quel niveau? Ce que nous faisons, c'est nous apportons un appui au niveau de la gestion du fonds multibailleur. C'est-à-dire que, et multibailleur comprend aussi le gouvernement d'Haïti, qui est le plus grand bailleur pour les élections. Donc, il y a un fonds qui est constitué pour l'opérationnalisation des élections et le PNUD a été demandé de gérer ce fonds. Alors, ce fonds, quelle est l'utilité de ce fonds? Ce fonds apporte un appui au niveau du développement des capacités, donc la formation. On apporte un appui à l'ONI pour les cartes d'identité. Nous apportons un appui au CEP. Mais la plupart des fonds seront dédiés pour les achats liés à l'opérationnalisation des élections. Donc, c'est-à-dire, le jour du scrutin, on n'aura pas à intervenir. Non, c'est-à-dire que, par exemple, les bulletins de vote seront déjà achetés, seront déjà préparés, seront sur lieu. Bien sûr, nous travaillons avec les autres partenaires. C'est ça, votre mission est limitée tout simplement à gérer les fonds. Gérer les fonds et faire les achats et faire la formation. Donc, et nous apportons bien sûr notre avis par rapport à, disons, l'opérationnalisation, la technique des élections. OK. Est-ce que les contributions reçues des bailleurs, est-ce qu'on peut parler de cumul? Est-ce que c'est chaque année qu'on... Non, c'est-à-dire qu'ils ont... la plupart des bailleurs ont déjà donné et nous avons... je n'ai pas tout à fait le montant exact, mais presque 30 millions de dollars dans le fonds en ce moment. Il y a d'autres bailleurs qui sont intéressés, donc le fonds risque d'augmenter un peu. Là, quand vous parlez de bailleurs, vous parlez de l'Union européenne? Oui, il y a principalement le gouvernement d'Haïti, l'Union européenne, le Canada, le Brésil. Donc là, Haïti disposerait déjà de 30 millions de dollars pour l'organisation de ces élections. C'est exact. Et par rapport à la crise, le PNUD est préoccupé? Pour nous, ce qui est important, c'est d'être prêt. Donc, parce que dès que la date des élections est déclarée, nous devons être prêts pour faire en sorte qu'il n'y a pas d'obstacle pour la préparation des élections. Donc, par exemple, nous sommes toujours en train de se préparer pour des achats. Nous travaillons de très près, nous étions en train de travailler très près avec les membres du CEP. Nous travaillons avec la direction technique au niveau du CEP, avec les autres partenaires. Donc, c'est ça l'important pour nous, c'est d'être prêt dès qu'on déclare que les élections vont avoir lieu. Vous pouvez nous parler ou encore, est-ce que vous, au niveau du PNUD,
Vous êtes préoccupé par l'instabilité? En fait, c'est certain que quand on regarde, nous travaillons au niveau du développement. Hein, c'est ça notre vocation au niveau d'Haïti. Alors, et nous travaillons en partenariat avec le gouvernement. Donc, en ce moment, bien sûr, nous devons travailler, le gouvernement fonctionne, donc nous continuons à travailler. Mais c'est un peu en attente, quoi, en attente d'avoir un premier ministre, en attente d'avoir le gouvernement. Donc, pour nous, nous faisons ce que nous pouvons, nous continuer dans le travail de tous les jours. C'est-à-dire que, bien sûr, nous espérons que les parties prenantes feront le nécessaire pour aller de l'avant. La date du 12 janvier vous dit quelque chose aussi? Bien sûr. Le 12 janvier à venir? Oui, c'est la commémoration du tremblement de terre. Sur le plan politique? Sur le plan politique, bon, nous avons vu les différents accords qui ont été faits dans le dernier mois. Dont la commission consultative, si je ne me trompe pas, qui a donné la date butoir du 12 janvier. Il y a un nombre de recommandations qui ont été faites, dont plusieurs ont déjà été mises en œuvre. Et nous serons bien sûr en attente de voir ce que le gouvernement fera. Fermons cette parenthèse, Madame Decamps, pour parler maintenant des perspectives du PNUD en Haïti. Je crois, disons, notre programme finit en 2016, à la fin de 2016. Donc, nous sommes à mi-chemin dans notre programmation. Et nous allons continuer à travailler dans les domaines que nous avons un peu mentionnés. La gouvernance, bien sûr, nous allons continuer les élections cette année, mais pas seulement les élections, nous travaillons aussi en partenariat avec le ministère de la Planification, par exemple, sur le MGAE, qui est une base de données de tous les bailleurs de fonds et qui apporte un aspect de transparence sur les fonds qui sont apportés au gouvernement. Donc, aujourd'hui, maintenant, le gouvernement, c'est sur l'Internet, tout le monde peut aller regarder quels sont les fonds qui sont apportés au gouvernement et quelles sont leurs utilisations. Donc, ça c'est déjà un succès et on va continuer dans ce domaine. Au niveau de l'environnement et le changement climatique, nous travaillons en ce moment surtout dans le sud et nous allons continuer bien sûr à planter les arbres avec les communautés. Et encore une fois, ce que nous essayons de faire avec tous nos projets, c'est de faire le lien entre l'emploi et le sujet. Donc, par exemple, la plantation d'arbres, ce que nous faisons, c'est aussi de travailler avec diminuer l'utilisation du charbon de bois. Alors, par exemple, une communauté qui, au lieu de faire du charbon de bois, peut peut-être faire du miel. Alors, nous faisons ça dans le sud. Toujours faire le lien entre le sujet et l'emploi. Nous allons continuer notre appui au département de la protection civile, parce que malheureusement, en Haïti, comme vous le savez, bon, on a eu de la chance les 2 dernières années, il n'y a pas vraiment eu de cyclone ou d'ouragan. Il n'y a pas eu du tout. Mais bon, j'ose espérer que c'est toujours le cas, mais bon, on sait très bien qu'en Haïti, tôt ou tard, il y a un cyclone ou un ouragan. Donc, il faut être préparé. C'est ça l'important. Il faut que le peuple soit résilient. C'est-à-dire que s'il y a un ouragan, il faut être préparé, il faut pouvoir réagir rapidement, mais aussi il faut pouvoir revenir rapidement de ce désastre. Donc, nous travaillons, par exemple, en grandance sur ce sujet. Et bon, deux derniers domaines dans lesquels nous travaillons, nous continuons avec le VIH-Sida et la tuberculose. Donc, par exemple, sur la tuberculose, on a un taux de recouvrement de 75% ici en Haïti, qui est très bien, et un taux stable qui est encore un peu élevé de 2,2% pour le VIH-Sida, mais que nous travaillons bien sûr avec le gouvernement pour diminuer. Le dernier domaine dans lequel nous travaillons, c'est la réduction de la pauvreté. Et dans ce domaine, il y a plusieurs éléments, dont l'emploi. Nous travaillons avec le ministère du Commerce. Nous avons fait très récemment, et ça va être lancé, je crois, ce mois-ci, l'inventaire des produits typiques dans tous les départements d'Haïti, dans les 10 départements. Donc, pour regarder, vous savez, il y a une tendance des personnes de vouloir venir dans les villes pour travailler, pensant qu'il y a plus d'emplois, la possibilité de faire un plus grand revenu. L'exode.
Exact. Donc, cette liste de produits typiques permettra au gouvernement et aux partenaires de dire, voilà, bon, si par exemple on a le miel, c'est quelque chose d'important dans le nord-est, on peut travailler avec les producteurs de miel pour augmenter la production, faire plus d'emplois pour que les gens puissent rester là. C'est un peu l'idée des produits typiques. Vous avez défini des priorités, j'imagine? Oui. Disons, pour les prochaines années, vraiment, pour nous, c'est l'augmentation de l'emploi, que ce soit l'entrepreneuriat ou l'emploi décent, et de faire cela avec tous les partenaires. Et par conséquent, la réduction de la pauvreté. Donc, ça aussi, pour nous, c'est très important. L'environnement et le changement climatique, ici, c'est une île qui souffre beaucoup de changements climatiques. On voit l'augmentation du niveau d'eau sur le pays, la salinisation. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut vraiment travailler avec le gouvernement pour penser pas seulement dans les 2 à 3 ans qui arrivent, mais dans les 10 à 15 à 20 ans qui arrivent. Il faut regarder dans le futur pour pouvoir s'occuper du présent. Nous avons retenu, Madame Decamps, dans les explications apportées, que la situation n'était pas reluisante avant le 12 janvier. Elle s'est aggravée. Mais en dépit de tout cela, on a pu quand même gagner des points si l'on se réfère aux données évoquées dans les objectifs du millénaire OMD. Comment peut-on expliquer que la situation n'est pas bonne, mais on fait des progrès? C'est-à-dire que, vous savez, ce qu'on a vu, les bases en Haïti de ces différents indicateurs socio-économiques n'étaient pas aussi bonnes avant le tremblement de terre. Bon, on a eu... J'aime pas dire que c'était une bonne chose parce qu'avoir un tremblement de terre et avoir une telle grande perte de vie n'est pas une bonne chose. Mais il y a eu beaucoup d'argent qui est rentré au pays après le tremblement de terre. Et ça a permis à faire beaucoup d'améliorations, que ce soit au niveau éducation, au niveau santé, au niveau emploi. Donc, on a vu une amélioration pendant les 5 dernières années. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas perdre ces améliorations. Donc, il faut... Vous savez, le montant d'argent qui est rentré tout de suite après le tremblement de terre a diminué les dernières années. Donc maintenant, 5 ans après, nous sommes un peu revenus à les fonds, le niveau de fonds qu'on avait avant. Donc il faut vraiment travailler pour garder ce qu'on a et continuer à améliorer. Donc, là, on a combien maintenant? Enfin, en termes de fonds, je veux dire. Non. Au niveau global, je ne peux pas vous dire, mais au niveau du PNUD, par exemple, en 2014, nous étions près de 40 millions de dollars, tandis que tout de suite après le tremblement de terre, nous étions à 2 fois ce montant. Donc, le PNUD dépend bien sûr de fonds d'autres bailleurs de fonds. On a un peu d'argent, nos propres fonds, mais surtout, ce sont les autres bailleurs qui nous appuient. C'est comme une banque, vous gérez? Pardon? C'est comme une banque, vous gardez et vous gérez pour nous? Non. Ce n'est pas le cas. Non, non. Non, pour nous vraiment, ce qui est important, c'est que, et c'est toujours le cas, nous sommes là pour appuyer nos partenaires nationaux, surtout le gouvernement, mais aussi la société civile, le secteur privé. Nous travaillons de près avec le secteur privé aussi. Donc, et c'est vraiment pour améliorer l'appropriation et le leadership du gouvernement. Donc, par exemple, une de nos priorités pour les années à venir, c'est aussi de passer de plus en plus de fonds au gouvernement pour que le gouvernement gère sous, bien sûr, la supervision du PNUD. Mais bon, ça c'est un élément important. Et pour ce faire, il faut augmenter la capacité, améliorer la capacité des différents ministères. S'il y a bonne gouvernance, s'il n'y a pas de catastrophe, et on peut espérer une bonne croissance au cours des 10 prochaines années en Haïti? Moi, je suis convaincue. Vous savez, ça fait 2 ans que je suis en Haïti et c'est un pays superbe. Hein. C'est un pays avec beaucoup de beauté, un peuple incroyable, très résilient et qui a énormément de potentiel. Bon, c'est vrai qu'il y a de temps à autre des petits problèmes tels qu'un tremblement de terre ou un ouragan, mais si on peut survenir à ça et mettre en place des politiques, une résilience plus durable, moi je suis certaine que c'est un pays qui peut s'en sortir.
Merci infiniment, Madame Decamps. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée aujourd'hui, Madame Sophie Decamps, directrice du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.